Un petit garçon sale, vêtu de vêtements déchirés, se tient debout dans le plus riche manoir de Lagos. Ses mains tremblent alors qu'il touche le bébé qui pleure. 14 médecins coûteux ont échoué. Le père milliardaire regarde, les larmes aux yeux. Le garçon ferme les yeux et renifle l'air comme un chien. Puis il se dirige vers le coin de la pièce et déplace un grand coffre à jouets. Là, il pointe le mur du doigt. Cette chose noire est en train de tuer votre bébé. Tout le monde a le souffle coupé. Qu'est-ce que ce garçon sans abri a trouvé que 14 médecins ont manqué? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Aimez cette vidéo et commentez ci-dessous d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre pays. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. Monsieur David Thompson possède tout à Lagos, de grands hôtels, de nombreux magasins, de hauts bâtiments qui touchent le ciel. Ses voitures coûtent des millions de naira. Sa maison à Ikoyi est comme un palais avec des portes dorées et une piscine plus grande que la plupart des maisons des gens. Mais tout son argent ne peut pas l'aider maintenant. Son bébé, Michael, est en train de mourir. Le petit Michael pleure toute la journée et toute la nuit. Il ne mange pas. Il ne dort pas. Son petit corps brûle de fièvre. Chaque jour, il s'affaiblit. Chaque jour, le cœur de ses parents se brise un peu plus. La femme de David, Grace, ne peut s'arrêter de pleurer. Elle serre Michael contre sa poitrine, le berçant d'avant en arrière. « S'il te plaît, mon bébé, s'il te plaît, guéris », murmure-t-elle. Mais Michael ne fait que pleurer et pleurer. David emmène Michael à l'hôpital Saint-Marie, l'hôpital le plus grand et le plus cher de Victoria Island. Les médecins portent des blouses blanches. Ils ont de grosses machines qui bipent et clignotent. Ils piquent Michael avec des aiguilles. Ils prélèvent son sang. Ils vérifient tout. Nous trouverons ce qui ne va pas, promet le médecin-chef. Mais après une semaine, le médecin secoue la tête. Je suis désolé, monsieur Thompson. Nous ne parvenons pas à trouver le problème. Essayez un autre hôpital. David n'abandonne pas. Il emmène Michael dans un autre hôpital. Les médecins essaient différents médicaments. Rien ne fonctionne. L'état de Michael empire. 3e hôpital. 4e hôpital. 5e hôpital. David les compte. 6, 7, 8 hôpitaux. Certains médecins viennent d'Amérique. Certains viennent d'Angleterre. Certains viennent d'Afrique du Sud. Tous sont très chers. Tous sont très intelligents. Mais aucun d'entre eux ne peut aider le bébé Michael. Au 14e médecin, David a dépensé 50 millions de naira. Cet argent permettrait d'acheter 10 maisons. Mais David ne se soucie pas de l'argent. Il ne se soucie que de son fils. « Je dépenserai tout ce que j'ai », dit David à Grace, « tout, juste pour que notre bébé vive. » Grace arrête de manger. Elle ne sent plus le goût de rien. Elle reste assise au chevet de Michael jour et nuit. Ses yeux sont rouges d'avoir pleuré. Son corps est maigre. Les employés de la maison chuchotent avec inquiétude. Ils n'ont jamais vu leur madame dans cet état. David va à son bureau, mais il ne peut pas travailler. Il s'assoit à son grand bureau et prend sa tête entre ses mains. Ses employés l'entendent pleurer. L'homme le plus riche de Lagos pleure comme un enfant. Quel genre de maladie est-ce? David demande à Dieu, pourquoi personne ne peut-il aider mon fils? Michael est maintenant si faible. Il ne peut même plus ouvrir les yeux correctement. Sa petite poitrine se soulève et s'abaisse, mais très lentement. Les infirmières que David a engagées secouent la tête avec tristesse. Elles pensent que Michael va bientôt mourir. Un après-midi de forte chaleur, David quitte un autre hôpital. Un autre échec. Un autre médecin qui ne peut pas aider. Il est si fatigué, si triste. Son chauffeur, Ibrahim, conduit la grosse voiture dans le trafic de Lagos. Il s'arrête au feu rouge sur le pont Echo. David regarde par la fenêtre, sans vraiment rien voir. Puis, quelque chose attire son regard. Sous le pont, un petit garçon est assis par terre. Il porte des vêtements déchirés avec des trous partout. Pas de chaussures à ses pieds sales. Ses cheveux sont emmêlés et non peignés. Un enfant des rues. Mais ce garçon n'est pas en train de mendier. Il n'est pas en train de dormir. Il fait quelque chose d'étrange. Le garçon mélange des feuilles vertes et des racines brunes dans un petit bol. Une vieille femme est assise à côté de lui. Elle a une grosse plaie sur le bras, rouge et d'apparence douloureuse. Elle pleure doucement. David regarde le garçon appliquer soigneusement son mélange vert sur la plaie de la femme. Le garçon lui parle avec douceur, comme un vrai médecin. Après quelques minutes, quelque chose d'incroyable se produit. La femme s'arrête de pleurer. Elle sourit.
Elle touche la tête du garçon avec sa main, valide pour le remercier. Arrête la voiture, dit soudainement David à Ibrahim. Monsieur? Ibrahim est confus. Ici, sur le pont. Oui. Arrête-toi maintenant. Ibrahim gare la voiture. David en sort. Les passants s'arrêtent et fixent la scène. Pourquoi cet homme riche en vêtements coûteux descend-il de sa grosse voiture sur le pont Écho? David s'approche du garçon. De près, il voit que l'enfant est très maigre, il a peut-être 10 ans, mais ses yeux sont vifs et intelligents. Bonjour, petit, dit David. Que fais-tu? Le garçon lève les yeux. Il n'a pas peur de l'homme riche. Bonjour, monsieur. J'aide cette maman. Elle souffre, alors j'ai préparé un remède pour elle. Un remède à base de feuilles. David s'agenouille pour mieux voir. Où as-tu appris cela? Le garçon esquisse un sourire timide. Ma grand-mère me l'a appris, monsieur, avant de mourir. C'était une grande guérisseuse dans notre village. Elle connaissait toutes les plantes. Lesquelles calment la douleur. Lesquelles font tomber la fièvre. Lesquelles soignent les blessures. Chaque jour, elle m'enseignait. Je me souviens de tout. Quel est ton nom? Peter, monsieur. Où sont tes parents, Peter? Le sourire disparaît du visage de Peter. Ma maman est morte quand je suis né, monsieur. Mon papa est mort il y a 3 ans. Ensuite, ma grand-mère m'a emmené à Lagos pour trouver du travail, mais elle est tombée malade et elle est morte aussi. Je n'avais nulle part où aller, alors je suis resté dans la rue. Mais je me souviens encore de tout ce que grand-mère m'a appris sur la guérison. David regarde la vieille femme. Sa plaie semble déjà aller mieux. La rougeur a diminué. Elle ne pleure plus. Quelque chose au fond du cœur de David lui parle. C'est peut-être Dieu. C'est peut-être juste un espoir désespéré. Mais David prend une décision. Peter, j'ai un bébé. Il est très malade. Très, très malade. 14 médecins, les meilleurs du Nigeria et de l'étranger, ont tous essayé de l'aider, mais ils n'y arrivent pas. Il est en train de mourir. La voix de David se brise. Peux-tu essayer de l'aider? Peter reste silencieux un moment. Il regarde les vêtements coûteux de David, ses chaussures brillantes, sa grosse voiture. Puis il regarde ses propres mains sales et sa chemise déchirée. Monsieur, je ne suis qu'un enfant des rues. Ces médecins savent beaucoup de choses que je ne sais pas, mais tu sais des choses qu'ils ignorent, dit David. S'il te plaît, je t'en supplie. Essaie seulement. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Peter hoche la tête lentement. D'accord, monsieur. Je vais essayer. Mais je dois d'abord voir le bébé. Quand David ramène Peter dans son manoir, Grace manque de s'évanouir sous le choc. David, qu'est-ce que c'est? Pourquoi amènes-tu un enfant de la rue dans notre maison? Elle regarde les vêtements sales et les pieds nus de Peter avec des yeux écarquillés. Grace, s'il te plaît. David lui prend les mains. Nous avons tout essayé. 14 médecins. Laissons-le tenter sa chance. Et si Dieu avait envoyé ce garçon pour nous aider? Grace regarde le visage désespéré de son mari. Puis elle regarde la chambre de Michael où leur bébé gît mourant. Elle ferme les yeux et acquiesce. D'accord, laisse-le essayer. Les employés de la maison nettoient Peter. Ils lui donnent un bain, son premier vrai bain depuis des mois. Ils lui donnent à manger, du riz jollof chaud et du poulet. Peter mange comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, car c'était le cas. Ils lui donnent de nouveaux vêtements, une chemise propre et un pantalon à sa taille. Ensuite, Peter se rend dans la chambre de Michael. La pièce est magnifique. Un grand lit, des jouets chers partout, une moquette moelleuse, la climatisation qui apporte de la fraîcheur, tout ce qu'un bébé pourrait vouloir. Peter marche lentement vers le lit de Michael. Le bébé est étendu là, si petit, si faible. Sa respiration est douce et lente. Sa peau est pâle. Peter touche doucement le front de Michael. Il vérifie la langue du bébé. Il sent l'haleine de Michael, quelque chose que sa grand-mère lui a appris. Il presse doucement le ventre de Michael pour le palper. Grace et David regardent avec nervosité. Les employés de la maison jettent des coups d'œil par la porte. Puis Peter fait quelque chose que personne n'attendait. Il se met à 4 pattes et commence à renifler l'air comme un chien. Il renifle près du lit. Il renifle près de la fenêtre. Il renifle dans chaque coin de la pièce. Que fait-il? Murmure Grace. Peter se déplace vers le coin où se trouve le grand coffre à jouets. Il renifle à cet endroit. Son nez se ride. Il pousse le lourd coffre à jouets pour l'éloigner du mur. Là. Peter pointe le mur derrière le coffre.
Tout le monde se précipite pour regarder. Sur le mur, caché là où se trouvait le coffre, des taches noires recouvrent la paroi. De la moisissure noire. Elle se propage comme des doigts sombres sur la peinture blanche. Cela sent mauvais, comme de vieux vêtements mouillés laissés dans un coin. C'est le poison, dit Peter. Cette chose mauvaise produit un poison qui va dans l'air. Le bébé le respire chaque jour, chaque nuit. Cela entre dans son corps. C'est pour ça qu'il est malade. C'est pour ça qu'il ne peut pas guérir. Grace met sa main devant sa bouche. Oh mon Dieu! Le coffre à jouets est là depuis avant la naissance de Michael. Nous ne l'avons jamais déplacé. David n'arrive pas à y croire. Tous ces médecins, tous ces tests, toutes ces machines, et personne n'a vérifié les murs. Ils ont vérifié le bébé, monsieur, dit Peter calmement. Mais ils n'ont pas vérifié là où le bébé vit. L'esprit de David s'emballe. Il s'en souvient maintenant. Il y a 3 mois, il y a eu une petite fuite dans le mur. Un plombier est venu et l'a réparé, mais personne n'a vérifié si de la moisissure avait poussé derrière les meubles après coup. Personne n'y a pensé. Nous devons déplacer le bébé maintenant, dit Peter avec urgence. Loin de ce poison. Grace prend rapidement Michael. Elle le transporte dans une autre chambre de l'autre côté de la maison, loin de la moisissure. Peter court dehors dans le jardin. Il se déplace rapidement parmi les plantes. Il cueille des feuilles de margousier, Nîmes. Il cueille de la vernonie, Bitterleaf. Il ramasse de l'écorce de l'arbre d'Ogaro. Il cueille d'autres plantes dont David ne connaît pas les noms. De retour à la cuisine, Peter fait bouillir de l'eau. Il met toutes les feuilles et l'écorce à l'intérieur. L'eau devient vert foncé. Une odeur forte remplit la cuisine. Pas sucrée, mais pas terrible non plus, comme un médicament. Peter laisse refroidir un peu. Puis il prend une cuillère et donne au bébé Michael juste quelques gouttes. Juste 3 ou 4 gouttes sur sa langue. Michael fait une grimace. Ce n'est pas bon, mais il avale. Peter écrase également certaines feuilles pour en faire une pâte. Il frotte cette pâte sur la poitrine et le dos de Michael, juste au-dessus de son cœur et de ses poumons. À quoi cela sert-il? Demande Grace, observant tout attentivement. Le poison de la moisissure est à l'intérieur du corps du bébé maintenant, madame, explique Peter. Dans sa poitrine, dans son sang. Ce remède aidera à expulser le poison. Cela aidera son corps à se battre et à redevenir fort. Combien de temps cela prendra-t-il? Demande David. Peut-être 3 jours, monsieur. Peut-être 4. Nous devons lui donner le remède 3 fois par jour, matin, après-midi et soir. Vas-tu rester ici avec nous? Demande Grace. S'il te plaît, jusqu'à ce que Michael aille mieux. Peter hoche la tête. Oui, madame. Je resterai. Pendant 3 jours, Peter reste au manoir. C'est comme un rêve pour lui. Il a un lit douillet pour dormir. Il a 3 repas par jour. Il a des vêtements propres. Mais il n'oublie pas pourquoi il est là. Chaque matin à 7 heures, Peter donne à Michael le remède de feuilles. Chaque après-midi à 14 heures, il le donne à nouveau. Chaque soir à 20 heures, il le donne une dernière fois. Il change la pâte sur la poitrine de Michael 2 fois par jour. Il s'assure que la chambre est toujours bien aérée par les fenêtres. Le premier jour, rien ne se passe. Michael reste calme et faible. Grace commence à perdre espoir. Son visage s'assombrit. Mais Peter dit, « S'il vous plaît, attendez, madame. Le remède travaille à l'intérieur, là où vous ne pouvez pas voir. Comme des graines qui poussent sous terre avant de percer le sol. Vous ne pouvez pas les voir, mais elles travaillent. » Le deuxième jour, un petit événement se produit. Michael ouvre les yeux. Pas seulement un petit peu. Il les ouvre en grand. Il regarde autour de la pièce. Il voit le visage de sa mère. Il voit son père. Il voit Peter. Grace a le souffle coupé. David. Il a ouvert les yeux. David accourt. Il voit son fils le regarder clairement pour la première fois depuis si longtemps. David se met à pleurer. Des larmes de joie, cette fois. Mais Peter dit, « C'est bien, mais nous devons continuer. Encore 2 jours. » Le 3e jour, le miracle se produit. C'est le matin. Peter vient donner à Michael son remède. Mais avant de pouvoir le faire, il entend quelque chose qu'il n'a pas entendu dans cette maison depuis son arrivée. Michael ne pleure pas. Ces pleurs terribles qui ne s'arrêtaient jamais ont cessé. Peter se précipite vers le lit de Michael. Grace et David arrivent en courant eux aussi. Michael est allongé là, les regardant. Et puis, il sourit. Un vrai sourire de bébé. Son petit visage s'illumine comme le soleil sortant de derrière les nuages.
Michael, crie Grace de joie. Elle le prend avec précaution. Michael semble différent. Son corps n'est plus brûlant. La fièvre est partie. Sa peau a repris des couleurs. Un rose sain, plus ce blanc pâle. Et puis Michael rit. Un magnifique rire de bébé. Et ses petites mains se tendent vers le visage de sa mère. Grace serre Michael dans ses bras, pleure et rit en même temps. David tombe à genoux là, sur le sol. Il lève les mains vers le ciel. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. David pleure tellement qu'il peut à peine parler. Tous les employés de la maison entendent le remue-ménage. Ils arrivent en courant. Quand ils voient le bébé Michael éveillé et riant, ils se mettent à danser et à chanter. Le cuisinier danse. Le jardinier danse. L'agent de sécurité à la barrière danse. Tout le monde célèbre l'événement. Michael tend le bras vers un jouet. Il s'en saisit. Ses petites mains fonctionnent correctement maintenant. Il met le jouet dans sa bouche et émet des sons joyeux de bébé. Il veut manger, dit Grace. Elle prépare rapidement le biberon de Michael. Michael boit le lait. Glou, glou, glou. Il boit tout. Il n'avait pas mangé correctement depuis des mois. Et maintenant, il boit comme un bébé en pleine santé. David s'approche de Peter. Le petit garçon se tient tranquillement dans un coin, regardant tout le monde faire la fête. Peter sourit lui aussi. David s'agenouille devant Peter. Ce puissant milliardaire s'agenouille devant un enfant des rues sans abri. Peter. La voix de David tremble d'émotion. Tu as sauvé mon fils. Tu as fait ce que 14 médecins, avec tous leurs diplômes et leurs machines, n'ont pas pu faire. Tu as réalisé l'impossible. Des larmes coulent sur le visage de David. Comment pourrais-je jamais te remercier? Comment puis-je te rembourser? Peter regarde David. Puis il regarde autour de lui, la magnifique maison. Puis il regarde le bébé Michael, désormais sain et heureux dans les bras de sa mère. Je suis juste heureux que le bébé aille bien, monsieur, dit calmement Peter. Cela me suffit. Mais David secoue la tête. Non, non, cela ne suffit pas, dis-moi ce que tu veux. De l'argent. Je te donnerai de l'argent. Une maison. Je t'achèterai une maison, une voiture, n'importe quoi. Dis-le-moi, tout simplement. Peter réfléchit attentivement. Son jeune visage devient sérieux. Puis il dit quelque chose qui surprend tout le monde dans la pièce. Monsieur, je veux aller à l'école. L'école? Dit David. Oui, monsieur. Je veux apprendre à lire et à écrire correctement. Je veux étudier des livres. Je veux devenir un vrai médecin. Pas seulement avec des feuilles et des racines, mais avec tout. Je veux aider beaucoup de gens, monsieur. Pas seulement un ou deux dans la rue, mais des centaines, des milliers de personnes. La pièce devient très silencieuse. Tout le monde fixe Peter. Ce garçon qui n'a rien, qui dort sous les ponts, qui a faim, qui pourrait demander de l'argent, de la nourriture ou une vie confortable. Il veut seulement l'éducation. Il veut seulement aider les gens. Le cœur de David a l'impression de se briser sous l'émotion. Il se lève et serre Peter dans une grande accolade. Tu iras dans la meilleure école de Lagos, promet David. Non, la meilleure école du Nigeria. Tu vivras ici, dans cette maison avec nous. Tu seras comme un fils pour moi, Peter. Un fils. Et quand tu auras fini l'école, je t'enverrai dans la meilleure université du monde pour devenir médecin. Je te le promets. Grace s'approche avec Michael. Oui, tu as sauvé notre fils. Maintenant, nous allons sauver ton avenir. Tu fais partie de notre famille désormais. Peter n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Il y a seulement 4 jours, il dormait sous le pont Echo, l'estomac vide et sans avenir. Maintenant, il a une famille. Maintenant, il a de l'espoir. Maintenant, il a un futur. Des larmes coulent sur le visage de Peter. Il essaie de parler mais ne trouve pas les mots, alors il se contente de hocher la tête, de pleurer et de sourire, tout à la fois. David fait plus encore. Il confie le remède à base de plantes de Peter à des scientifiques de l'université de Lagos pour qu'ils l'étudient. Les scientifiques découvrent que Peter avait raison. La combinaison spéciale de feuilles qu'il a utilisée aide réellement à éliminer le poison de la moisissure dans le corps. Ils en font un véritable médicament que les hôpitaux peuvent utiliser. Désormais, de nombreuses personnes malades à cause de la moisissure peuvent être guéries. David retourne également au pont Echo. Il retrouve la vieille femme que Peter aidait. Il lui donne une petite maison pour vivre et de l'argent pour se nourrir chaque mois. La femme pleure et remercie Dieu d'avoir envoyé David. David engage même Peter pour enseigner à d'autres les plantes médicinales. Peter devient célèbre.
Les journaux écrivent des articles sur le garçon des rues qui a sauvé le bébé du milliardaire. Mais Peter reste humble. Il n'oublie jamais d'où il vient. 3 mois plus tard, Michael est en parfaite santé. Il rampe partout dans la maison. Il rit. Il joue avec ses jouets. Il mange toute sa nourriture. On ne devinerait jamais qu'il a été si malade. Peter porte maintenant un uniforme scolaire. Il transporte des livres. Chaque matin, le chauffeur de David l'emmène dans la meilleure école privée d'Ikoyi. Peter étudie dur. Il est le premier de sa classe. Le soir, Peter rentre au manoir, sa maison désormais. Grace s'assure qu'il mange de la bonne nourriture. Michael, maintenant sain et fort, joue avec Peter comme si Peter était son grand frère. David regarde Peter et Michael jouer ensemble, et il sourit. Il a appris quelque chose d'important. La sagesse ne vient pas seulement des endroits coûteux. Parfois, la plus grande connaissance réside dans la plus petite personne. Parfois, Dieu cache la réponse dans des endroits où nous ne penserions jamais à regarder. Tous ces médecins avec leurs diplômes, leurs machines et leurs factures coûteuses n'ont pas pu aider. Mais un petit garçon sans abri, avec un grand cœur et la sagesse de sa grand-mère, a fait l'impossible. Et c'est ainsi qu'un garçon de la rue est devenu un fils. Comment la sagesse ancienne a sauvé la médecine moderne. Et comment l'homme le plus riche de Lagos a appris que les plus grands trésors de la vie ne s'achètent pas. Ils doivent être découverts avec un cœur ouvert. Quelle histoire incroyable! Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » et, dans les commentaires, dites-nous quelles leçons vous avez apprises de l'histoire de Peter. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos histoires. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille.